N'ayant pas vu de talk existant réunissant Docker, Kubernetes et Istio, et parce qu'il y a énormément d'outils, nous avons décidé d'en créer un avec des tips et des outils que vous pourrez utiliser au quotidien dès lundi. Et bien entendu, pas de panique, on vous partagera les slides à la fin. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeuse depuis une quinzaine d'années. Je suis très investie dans des associations de women dans la tech et je fais pas mal de choses dans mon temps libre qui ne le qui, qui n'est plus, on va dire, trop du coup, dont des articles techniques, etc., etc., etc. À toi, Kevin. Alors bonjour à tous, je suis Kevin, donc Google développeur expert comme Aurélie, GitLab Hero, donc en fait toutes mes passions, il y a des logos pour ça, donc c'est pratique. Deux petites choses, d'une part je suis très content d'être avec vous, même si c'est que virtuel, c'est pas une question de Covid, c'est une question familiale, donc ma femme avait besoin de moi parce qu'elle passe son mémoire, donc je te fais plein de gros bisous si tu revois ça et que ta soutenance se passe bien. Et ensuite, donc pour finir, il y a beaucoup de contenu, donc on va être assez rapide, encore une fois, comme l'a dit Aurélie, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un max d'informations a posteriori avec des slides et même plus, il y aura des surprises. Allez, on attaque avec la partie Docker. Donc tout d'abord, si vous avez à travailler avec Docker, l'élément le plus important à avoir, c'est Docker for Mac ou Docker for Windows. Donc c'est l'outil principal si vous voulez faire du Docker sur votre poste. C'est la base. Pour ceux qui sont sur Linux, ne soyez pas tristes, il n'y a pas l'équivalent, mais vous avez la vraie version de Docker. Donc vous y gagnez sur certaines fonctionnalités, vous y perdez sur le côté packaging, enrobage. C'est pas grave, mais ça se joue. Ensuite, dans la version Docker for Mac et Windows, vous avez la version Edge qui vous permet d'avoir accès à des nouvelles features qui sont très intéressantes, mais aussi c'est une version qui est un peu potentiellement moins testée que les autres. Donc faites attention quand vous l'utilisez, vous pouvez avoir des comportements un peu bizarres. Et si vous avez des comportements bizarres, n'hésitez pas à resetter Docker, que ce soit sur la version Edge ou standard. Si vous voyez des trucs qui vous semblent louches, vous cleanez tout, vous repartez de zéro. Normalement, vous êtes censé rien avoir de crucial sur votre machine et vous n'avez rien à perdre à faire ce genre de choses. Et ensuite, comme tout outil, mettez-les à jour. C'est des outils qui sont très complexes, qui touchent à plusieurs niveaux dans la partie virtualisation, noyau de votre machine. Donc, c'est bien de les mettre à jour. Ça permet, quand vous mettez à jour aussi votre OS ou autre, de rester compatible. Et pour finir, n'utilisez plus Docker Toolbox. On le voit malheureusement beaucoup des personnes qui ne sont pas très au courant au fait des technologies sur cette partie-là installent encore ça parce qu'ils ont trouvé un tutoriel de 2015. Aujourd'hui, Docker Toolbox, c'est du legacy, ça installe VirtualBox et plein de trucs autour, c'est pas top. On oublie, on ne l'utilise plus. Occupons-nous maintenant des images de Docker et plus particulièrement de leur réduction de poids. Préférez partir d'une d'une image de base. Gardez vos Docker files simples, pas comme celui-là. Ça, non. Ou alors créez vos propres images de base. Réduire le nombre de layers permet de réduire la taille des images, et plus une image sera petite, et plus ce sera rapide de la récupérer depuis le Docker registré. Chaque layer occupe de l'espace. Préférez enchaîner vos commandes dans un seul run plutôt que de faire un run par commande, mais comme dans quelques minutes en fait, on va parler d'outils et ces outils-là vont vous permettre de ne pas faire cette mécanique en fait manuellement, mais ils vont faire le merge, le squash pour vous. Ou alors, on peut également utiliser les multi-stage build, le
principe est simple. Un Dockerfile égale un build. Le premier stage de ce Dockerfile est pour l'environnement complet du build, mais là, du coup, on part d'une image avec du Maven et pour le Java 11, mais hors de question de mettre Maven dans notre image finale. Donc, nous allons construire notre livrable et l'envoyer dans la deuxième image qui, elle, est beaucoup plus légère. Et si vous voulez vous passer du démon Docker, il y a Kaniko. Et pour aller un peu plus loin, on peut utiliser Jib, qui est un outil open source qui permet de containeriser vos applications Java sans Dockerfile ni démon Docker. Il suffit d'appliquer un plugin pour Maven ou Gradle et c'est de la convention over configuration. Et ensuite, il y a des nouveaux arrivants dans le monde de Docker. Buildah et Podman, eux, sont des alternatives qui ont volonté de remplacer le démon Docker et qui, en plus, ne vont pas avoir forcément besoin des droits root. D'ailleurs, Docker amène aussi cette logique avec le mode rootless. Et pour finir, sur la partie des constructions d'images, Buildpack est aujourd'hui un élément qui commence à monter et qui est très intéressant parce qu'il va vous permettre de construire des layers et de les interchanger sans avoir potentiellement toute cette invalidation de cache. Donc c'est vraiment un outil à surveiller qui aujourd'hui prend beaucoup, qui vient de chez Heroku et qui est très très intéressant. Ensuite, sur les parties d'images, vous avez vu, Aurélie, vous avez présenté dans le multistage le fait d'utiliser des images qui sont simples, petites. Aujourd'hui, une des images que je vous conseille, c'est les images distroless. En fait, les distroless, elles sont gérées ce sont des images qui ne possèdent qu'une seule chose à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous faites du Java, vous n'avez que Java. Vous n'avez même pas un shell. Vous avez juste le nécessaire pour faire tourner Java. Il existe des images pour Python, pour Go, pour Rust, pour Node d'ailleurs. Et grâce à ça, vous allez avoir une surface d'attaque qui va être beaucoup plus faible. On va le regarder avec une analyse qui a été faite sur le Docker Hub, sur une image du Docker Hub et qu'on a poussé sur le registry de Google Cloud. Et si on analyse la différence entre une image Google Cloud distroless Java 11 et l'image du JDK standard qui est mis à jour, qui est mis à disposition sur le Docker Hub, on voit que il y a vraiment un gap en termes de sécurité. Vu que tout est enlevé dans les images distroless, il y a beaucoup moins de fixes potentiels et d'anomalies critiques. Donc c'est vraiment, si vous avez envie de partir de manière safe en prod, un élément à vraiment utiliser que je vous conseille. Et si vous voulez faire tourner vos applications dans un contexte plus sécurisé que celui par défaut, il y a gvisor qui vous permet de les faire tourner dans un environnement plus confiné. Dans le cas de la virtualisation standard, le kernel host est protégé avec une forte isolation et l'application dispose de son propre kernel. Dans le cas des conteneurs, on partage le même kernel et on s'expose donc à des problématiques de sécurité évidentes si le système de containerisation se voit compromis. Avec gvisor, on a une surcouche entre l'application et le kernel host qui se charge de sécuriser les appels système. Cela a un surcoût en termes de performance, mais ça fait le job en termes de sécurité. Et cela tourne en production chez Google avec notamment la nouvelle plateforme App Engine et avec Cloud Run.
Allez, maintenant on a construit nos images, ce serait bien de les utiliser. L'un des éléments les plus intéressants pour les images, c'est de les utiliser comme base pour votre travail de tous les jours. Moi, en tant que dev, j'ai très souvent besoin d'avoir accès à un Postgre, à un Minayo ou n'importe quelle appli qu'on a développée en interne et de pouvoir la lancer sans avoir à installer les 86 dépendances qui sont liées. Avec Docker, vous pouvez très facilement, et c'est quasiment l'utilisation que je fais le plus souvent du démon Docker, c'est pour faire du Docker Run. On livre même maintenant des binaires et des applications qui sont à lancer en mode Docker Run. Donc tout ça, on le fait avec les paramètres -it et -rm qui vont vous permettre en fait de lancer votre application de manière interactive. Donc vous voyez tout ce qui se passe. Vous pouvez derrière aussi interagir avec potentiellement si vous y a un shell. Et sinon, vous pouvez juste voir avec Postgre par exemple, c'est très pratique parce que vous voyez toutes les erreurs et les requêtes qui sont passées. Et le dernier paramètre, c'est le -rm. Ah non, t'as squeezé mon rm. CRM, c'est pour éviter de foutre le bordel sur votre machine et de sauvegarder des conteneurs qui ne servent à rien. Donc à la fin de la journée, vous faites CTRL-C ou au bout de 5 minutes, comme vous voulez, et vous avez nettoyé votre environnement et vous n'avez pas pourri votre machine avec plein de choses différentes. Maintenant, il y a de plus en plus même d'outils qui utilisent Docker. Donc, Test Container en est un. Il permet en fait d'utiliser, de manager, de gérer, d'interagir avec le démon Docker depuis votre série de tests. Donc, c'est compatible JVM, Test Container. Il existe des portages qui arrivent dans le monde Go. C'est un portage officiel a priori et dans le monde Node et qui vont permettre en fait de communiquer avec l'API du démon Docker. Si on regarde dans les tests, c'est assez simple. Vous avez juste un bout de code à écrire et ça va démarrer un conteneur, donc ici une base de données Postgre, et votre code va pouvoir effectuer des vrais tests sur la vraie base de données. C'est un conseil, testez toujours avec les vraies bases de données, pas avec des fausses bases de données H2 ou quoi que ce soit en mémoire. Et on peut aller plus loin, il y a des systèmes même qui se sont construits totalement sur la logique Docker, à commencer par GitLab. En fait, toutes leurs runners sont pensés pour tourner dans des images Docker. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une image Ruby 2.2, c'est mon application, et par contre, je vais avoir un service qui va tourner à côté pendant que je vais exécuter mes tâches et qui vont me permettre d'accéder à un Postgre. Donc, j'ai pas besoin d'un test container à l'intérieur, c'est le système d'intégration continue qui va me fournir cette BDD. Et je peux bien sûr utiliser n'importe quelle image. Donc, si j'ai une image custom avec un Postgre tweaké ou déjà avec mon modèle de données dedans, je peux très bien le faire. On va voir des choses à faire ou à ne pas faire dans le contexte Docker. Ne spécifiez pas en dur vos mots de passe et autres données sensibles, s'il vous plaît. Il vaut mieux les mettre dans des variables d'environnement runtime et les faire passer par votre chaîne de CI/CD. Dive est un outil qui vous permet d'examiner les modifications du file system entre différentes layers de vos images. C'est plus efficace qu'un simple exec pour voir ce qu'il y a dans nos images préférées. Même si, comme on l'a vu précédemment, même les images du Docker Hub ont des vulnérabilités, il vaut mieux les utiliser parce que justement, une vérification est faite pour les nouveaux utilisateurs et pour éviter que votre code soit envoyé sur un serveur à l'autre bout du monde au démarrage de l'image. Allez, donc là, la partie Docker est faite. On va attaquer la partie la plus importante de cette présentation, ça reste la partie Kubernetes. Donc tout d'abord, si vous voulez faire du Kube aujourd'hui et que vous démarrez dans ce domaine-là, pensez à faire du manager. C'est un conseil. Kubernetes est quelque chose de compliqué, de complexe à mettre en œuvre. Ça se simplifie au fur et à mesure du temps, mais n'hésitez pas à aller voir sur les plateformes des cloud providers. Vous avez, à chaque fois qu'on présente ce slide, on a des cloud providers qui nous disent est-ce qu'on pourrait rajouter notre nom. Il y en a vraiment de plus en plus et des très très bons, que ce soit du français d'ailleurs, de l'européen, de l'américain, il y a de tout. Donc faites-vous plaisir avec ça, c'est plus simple pour démarrer. Après, il existe aussi des distributions. D'ailleurs, chaque cloud provider a sa propre distribution de Kubernetes. K3S est une autre distribution faite par nos amis de chez Rancher et qui est une distribution très très simple, très légère. Ils ont en fait viré tous les trucs alpha, bêta et ils ont gardé le strict minimum. Donc, si on regarde, pour K3S, pour le lancer, vous avez un binaire, c'est super simple à installer, et vous faites juste K3S serveur. Là, vous avez vu l'intégralité, volontairement c'est petit, l'intégralité des logs de démarrage. Vous avez tout là-dedans. Il y a déjà un cluster qui tourne. Moi, je l'utilise à la maison
sur mes projets perso et vous pouvez très bien l'utiliser sur la production. Et ensuite, Kind, qui est une solution un petit peu plus orientée testing. Vous ne ferez pas de la prod avec Kind, c'est sûr, mais qui vous permet en fait potentiellement de faire du Kubernetes in Docker. Donc en fait, Kind va manipuler le démon Docker pour faire démarrer des briques Kubernetes dedans. Et derrière, bah, si vous développez des opérateurs Kube ou que vous êtes sur Linux et que vous avez besoin d'un cluster Kube, bah, vous allez pouvoir le faire assez facilement avec Kind. Et pour finir, bah, si vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure avec Docker for Mac ou Windows installé tout cet outillage, bah, vous avez déjà un cluster Kubernetes. Pensez, si vous êtes sur un portable, nota bene, pensez à le désactiver hein, parce que ça bouffe en ressources et ça tourne tout le temps. Mais sinon, vous avez un cluster Kube qui tourne et qui est accessible, donc c'est très pratique. Et d'ailleurs, même dans les dernières versions, un petit spoiler alert, dans la version Enterprise de Docker, il rajoute même Istio dedans. Et comme tout en général dans la tech, pensez à mettre à jour. Mettez à jour ces stacks parce qu'au final, il y a plein de composants qui tournent en route. Et donc, si vous ne les mettez pas à jour, que ce soit pour de la prod ou pour du dev, vous allez vous exposer à plein de problèmes. D'ailleurs, il y a eu chez Tesla, c'est ça? Oui. Qui avaient laissé leur dashboard, donc le dashboard maintenant est déprécié, hein, mais avaient laissé leur dashboard ouvert et le dashboard avait les droits routes. Donc, il y a eu de la crypto-monnaie qui a été créée sur leur cluster. Vous imaginez comme c'est marrant pour eux. Alors, on va voir, là, c'est une partie pour les amoureux de la ligne de commande. Donc, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez vous assoupir un peu après la pause déjeuner, c'est pas trop mal. On vous réveillera quand on parlera plus d'outils visuels. En tout cas, là, on va beaucoup parler de ligne de commande et du fait du remote. On va essayer de voir ce qu'on peut donner, Aurélie, en mode ping-pong, tous les deux. À l'attaque. Facilitez-vous la vie et créez-vous vos propres alias. Et n'en créez pas trop, utilisez les complétions qui vous permettent d'avoir automatiquement les noms remplis pour vous dans la ligne de commande avec Tab. Pensez à mettre à jour la version de kubectl qui doit au moins suivre celle de votre cluster. Et une information, on va dire, très utile, c'est que kubectl supporte une version de mineur comparée à l'API serveur. Donc du coup, si votre cluster est en 1.17, vous pouvez voir un kubectl en 1.16, 1.17 ou bien 1.18. Ensuite, si vous avez à manipuler plusieurs clusters pour de la prod, du dev, voire même différents contextes ou autres, utilisez la variable kubeconfig qui vous permet de concaténer un peu comme pour votre pass différents fichiers de config Kubernetes plutôt que d'avoir à les merger tous ensemble. Kubecontext vous permet de lister, de changer de cluster et de regarder dans quel cluster vous êtes actuellement. Et une extension de kubecontext qui est développée par la même personne, c'est kubeNS qui permet de faire la même chose sur les namespaces pour switcher très facilement. Kubeprompt, compatible multi-shell, vous permet d'afficher dans votre prompt les informations du contexte et du namespace afin que vous soyez toujours sûr de là où les commandes vont être exécutées et pour éviter des petites boulettes sur le cube de production, par exemple. Alors ensuite, une autre chose un peu particulière dans le monde cube, c'est que quand on fait un cube apply et on déploie quelque chose, le système répond OK. Mais OK, ça veut dire oui, j'ai reçu l'ordre de déployer, mais pas j'ai déployé les choses. Et ça, des fois, ça peut jouer des tours. Donc, il y a une commande kubectl wait qui vous permet de dire attends que telle chose soit déployée. Et ça, généralement, on a tendance à le mettre dans les CI pour vérifier que le déploiement qu'on vient de faire n'a pas craché. Et le problème, c'est que dans Cube, pas tous les paramètres ont un --watch. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser donc le kubeget pod watch qui va boucler ou un watch, la commande Linux standard, Linux, Mac, Windows peut-être, pour faire un kubectl get pod.
Mais aujourd'hui, la rôle, c'est il y a deux outils à se rappeler de cette présentation. Celui-ci en est un des deux. C'est K9S. C'est vraiment un outil magique. C'est un dashboard en ligne de commande qui vous permet d'avoir accès à toutes les informations de votre cluster. Voilà, on a même des analyses qui vont vous dire bah, tel élément est lié à tel autre. Vous pouvez avoir accès aux logs. C'est franchement le développeur de cet outil est génial. Il a sorti une release dans la nuit, donc il est tout beau, tout frais. Et encore une fois, c'est super pratique. Moi, c'est génial. Le seul défaut, bah, c'est qu'on a tendance à oublier les lignes de commande qu'on tape plus grâce à lui. Une commande très utile qui vous permet de supprimer tous les pods qui ne sont pas en statut running. Elle finit bien souvent dans un alias. Et c'est pratique parce que ça vous permet de supprimer, par exemple, tous les pods orphelins et donc du coup de faire du ménage dans votre cluster. Et une extension de tout ça, c'est au lieu de faire un alias, vous pouvez très bien créer une sous-commande kubectl pour vous. Pour ça, il suffit juste de mettre dans votre pass un binaire, un shell script ou quoi que ce soit. Vous le développez dans le langage que vous voulez. Et par exemple, dans le cas de ce qu'Aurélie vient de montrer, vous pouvez faire un kubectl-delete orphan. Et kubectl, quand il va voir delete orphan en subcommande, il va appeler ce binaire au lieu de dire je ne sais pas ce que c'est. Et grâce à ça, vous allez pouvoir créer des extensions custom. Et ce qui est intéressant quand vous créez des extensions sur ce genre de système, bah, c'est de pouvoir les partager. Et pour ça, il y a Crew. C'est un package manager pour installer des plugins pour la commande kubectl, search, install, upgrade, remove. Tout est géré pour vous directement depuis la commande kubectl et kubecontext et kubeNS sont installables via Crew et c'est la même chose comme certains outils que l'on va vous montrer dans très très peu de temps. Alors, une des choses les plus importantes pour moi quand je commence à déployer des applications, bah, c'est voir l'application, la voir tourner. Et le premier élément, c'est les logs. Dans Kube, vous avez une commande kubectl logs qui évolue, qui est pas mal, et qui va vous permettre, bah, avec le nom, si vous avez l'autocomplétion, ça va mettre le nom du pod et vous allez pouvoir voir les logs de votre app. Mais le deuxième outil qui est génial et que j'utilise tous les jours, c'est Stern, qui va lui vous permettre de faire de l'agrégation de logs de multiples pods, de multiples services sur des labels. Donc beaucoup de choses de Stern commencent à arriver dans la ligne de commande Kube, mais malgré tout, aujourd'hui, il est quand même encore en avance. Très très bon outil. Après les logs, la première chose que l'on souhaite faire, c'est faire des appels sur nos applications. Mais comment faire lorsqu'elles ne sont pas exposées sur Internet? On peut par exemple créer un conteneur contenant quelques outils qui vous permettra notamment de faire un curl théropode. Bien entendu, donc c'est à faire pour du dev. Et grâce au -train rm, quand vous quitterez le pod, il se supprimera automatiquement. Et avec les toutes dernières versions de Cube, grâce au conteneur éphémère, ce type de manipulation de dev va disparaître petit à petit. Afin de naviguer dans notre cluster sans pour autant monter un pod, on peut créer un tunnel entre votre machine et vos pods et vous pourrez faire un curl sur, par exemple, le port 8080. Donc c'est très pratique. Et du coup, si le port local de votre machine et le port distant sont les mêmes, pas besoin de le répéter, comme le montre le deuxième exemple. La version évoluée est Kube Forward, qui permet d'exposer tous les services d'un namespace localement, mais attention, il faut l'utiliser en tant que route. De base, dans un cluster, tout le monde peut parler avec tout le monde. Les network policy vont permettre de réglementer cela et d'éviter des petits désagréments de conf qui
pourrait, par exemple, router la production sur l'intégration. Donc, du coup, c'est très, très, très important et pratique et efficace. Ça, c'est ta partie Allez, une de mes préférée. parties Allez, à la préférées. page. C'est ça. Alors normalement, il y a de l'interaction avec le public. Alors moi, je ne vous vois pas, donc c'est Aurélie qui fera mes yeux. Aujourd'hui, pour manipuler les YAML, la solution qui est le plus couramment utilisée est Helm. Est-ce que de votre côté, vous utilisez beaucoup Helm? Donc levez la main si c'est le cas. Alors, il y a une main. Ok. Il y a, Ça il y fait a plaisir. une Alors main, soit du les autres, coup, vous donc faites pas de voilà. pub, Donc voilà. c'est pas grave. Donc pour la personne, arrêtez. Attends. Arrêtez Helm. Parce que Helm a un gros problème. Helm est à l'opposé de la philosophie de Kubernetes. Aujourd'hui, si on regarde comment Kubernetes pense et fonctionne, c'est déclaratif. On dit ce qu'on veut, on ne dit pas comment on le veut. Et être déclaratif, c'est l'inverse de mettre un if dans des YAML pour dire bon, si telle variable est égale à 3, tu fais telle chose ou telle autre. Et donc, aujourd'hui, il y a des outils qui sont arrivés depuis un petit moment maintenant, comme Kustomize, qui a un énorme avantage, c'est qu'il est intégré dans la ligne de commande kubectl. Donc en fait, vous avez Kustomize déjà à disposition depuis kubectl version 1.14. Donc on parle de quelque chose qui a presque un an et demi. 1.14 ou non, il est Voilà. et même aussi un petit peu avant, mais ouais, c'est pareil. Voilà. Donc pour la philosophie de Kustomize, en fait, ça va être, on va faire du mélange de YAML. Donc si on regarde, je vous présente cette base qui est un deployment hyper standard, une appli qu'on lance sur le port 8080. Et en fait, ce qu'on va faire avec Kustomize, c'est on va pas aller patcher et faire des YAML totalement illisibles. On va plutôt rajouter différentes couches de modifications. Donc notre base, elle est en bas et on va rajouter différents éléments. Donc des réplicas, des amps, des secrets, foobar, ce que vous voulez. Donc si on regarde ces différences que j'appelle mixin, chacun l'appelle comme il le souhaite, là je vais juste, c'est un fichier deployment qui contient les noms des éléments, name customize app et name app à l'intérieur, et qui va contenir les valeurs que je veux rajouter. Si on passe au suivant, c'est un nombre de réplicas qui change. C'est une modification qui est très légère et que vous allez pouvoir garder dans un fichier séparé. Et à la fin, vous avez un customisation YAML que vous allez écrire. Alors encore une fois, c'est standard Kube maintenant. Et vous allez pouvoir dire, tu pars de telle base et tu vas appliquer toutes ces patchs. Et donc, à la fin, une fois qu'on lance la commande customize build, donc là, c'est juste pour l'avoir avec le binaire customize, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, sans écrire un seul if dans votre code, vous allez pouvoir surcharger des paramètres directement dans l'YAML sans avoir touché à la base de départ, ce qui est très, très pratique. Et vu que c'est compris dans kubectl, vous pouvez faire un kubectl apply -k, donc ça remplace le -f, et vous allez lui donner le chemin vers le dossier qui contient le customisation YAML. Et il va générer les YAML et les envoyer au serveur. Kustomize est très complet, c'est un de mes sujets favoris. L'avantage, c'est que vraiment, c'est une solution qui ne fait pas du templating. C'est pas ce qu'on fait avec la concurrence. Et votre YAML reste valide. Il a plein de super fonctionnalités comme la gestion des configs et des secrets, où il va automatiquement rajouter un hash à la fin des fichiers secret ou config map, ce qui fait que s'il change, il va redémarrer le pod automatiquement. Et ça, c'est built-in. Et en plus, il vous permet même de travailler avec des bases distantes, donc vous pouvez renseigner une URL Git comme base et vous customiser l'élément avec des différents patchs. Et on me pose très souvent la question, donc j'ai rajouté ce slide volontairement. Kustomize se charge vraiment que de la partie génération des YAML. Il y a d'autres outils, KPT, prononcé KIPT, ou CAP, deux outils différents. Eux vont se charger de gérer votre application quand elle tourne dans votre cluster et potentiellement de retirer les orphelins. Par exemple, vous avez déployé un service et maintenant il est plus nécessaire. Eux vont avoir la connaissance de la topologie, stocker dans un config map toutes les informations et pouvoir redescendre les services qui sont plus utiles entre deux releases. C'est un peu le pendant des Helm charts. Passons aux bonnes pratiques de Kubernetes. Comme dit dans la partie Docker, on ne met pas du contenu sensible en clair, mais on les met dans des secrets Kubernetes. Les
secrets sont encodés en base 64 et automatiquement décodés quand ils sont attachés et lus par un pod. On a nos pods qui tournent sur notre cluster. Très bien, c'est cool. Sauf que on remarque que plusieurs fois par heure, ils sont redémarrés. En effet, si ils utilisent trop de mémoire, alors le OOM killer qui tourne sur chaque node va les dégommer. Il va les terminer. Pour éviter cela, on doit définir les requests et les limites mémoire et les requests CPU. Les requests, c'est le minimum que le pod a besoin pour être schedulé et les limites limite l'usage maximum. Une astuce qui est quand même très importante, c'est que attention aux limites CPU, cela peut provoquer des problèmes de performance de vos applications. Donc faites très attention si vous utilisez les limites des CPU. Et pour les définir, il y a la commande control top pods et qui marche aussi pour les nodes, qui permet de connaître la consommation CPU et mémoire par pods ou du coup par nodes. Et grâce à l'option -containers, on peut avoir cette consommation par conteneur et par pods. Alors, il y a encore plein d'outils qu'on aimerait vous montrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps. Donc, on vous invite à aller regarder la présentation de David Gageot qu'il a fait à Cloud Next l'année dernière et qu'il a refait à Devox aussi d'ailleurs, et qui va parler de plein d'outils qu'on a présentés et d'autres. Il avait 3 heures, il avait plus de temps. Deux petits éléments. Si vous voulez faire du développement et avoir une expérience de dev extrêmement fluide quand vous faites du développement sur Kubernetes, bah, c'est bien de pouvoir faire un save et que votre code se recompile, se redéploie automatiquement. Ça, vous pouvez le faire avec l'outil et le logo qui est à gauche. Ce serait bien qu'on mette les noms des outils en dessous. Avec Scaffold. Et ça vous simplifie. C'est un petit bout d'YAML et ça va vous permettre de faciliter la vie en termes de travail et de développement. Et l'outil qui est à droite, c'est Cloud Build. Donc là, c'est Cloud Code, pardon. Pour ceux qui n'aiment pas la ligne de commande, donc c'est à partir de maintenant que vous pouvez vous réveiller, vous pouvez avoir tout ce qu'on vous a montré directement présent dans votre IDE, VS Code ou la suite IntelliJ, WebStorm et compagnie chez JetBrains, tout ça directement intégré. Allez, donc maintenant on va attaquer la dernière partie de cette présentation. Donc on va parler d'Istio. Istio, pour résumer de manière simple, c'est un service mesh. Donc c'est un buzzword, hein, mais le service mesh, pour faire une description très rapide, ça va être un outil qui va prendre le contrôle sur le réseau de votre cluster et grâce à ça, il va pouvoir faire plein de choses. Faire du routage de trafic, par exemple, gérer l'authentification et l'autorisation des endpoints, mettre de la sécurisation entre vos composants. Donc avoir la main sur le réseau, ça permet de faire de plein de choses et même de rendre votre système observable. Donc on va le voir, mais tout d'abord, comment on installe Istio? Alors, il y a deux solutions. Il y a Helm et il y a l'YAML. Vous imaginez ma réaction quand je vois les fichiers Helm d'Istio. Ils sont horribles. Je pense que c'était les pires jamais vus. À titre d'information, ils enlèvent le support de Helm sur la version 2020. Ça fait grincer un peu des dents, mais le problème, c'était immaintenable. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de l'installer qui est intégrée à la ligne de commande istio-ctl. Donc, vous faites istio-ctl install ou avec un profil derrière en paramètres, et ça va vous installer, vous checkez d'ailleurs que votre cluster est compatible depuis peu, et l'installer comme il faut. Donc vraiment très pratique et beaucoup plus simple que des fichiers Helm énormes. Le problème, c'est que forcément, c'est un outil très complet qui amène plein de dépendances tierces, on va en parler. Donc, il a énormément de paramètres. Donc, aujourd'hui, soit vous jouez avec tous les paramètres, soit vous utilisez des profils. Il y a 5 profils, du profil démo à ne jamais mettre en prod, jusqu'à des profils légers pour avoir le minimum de choses. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et vous pouvez même créer vos propres profils et même les redistribuer si vous voulez. Donc aujourd'hui, et un dernier élément, on l'installe depuis la ligne de commande Istio, CTL, mais vous pouvez aussi le faire via l'opérateur. D'ailleurs,
le code entre l'opérateur et la ligne de commande Istio est assez similaire et partagé. Donc, ça permet d'avoir une expérience qui est encore plus fluide. Vous faites un kubectl apply de l'opérateur et des CRD qui vont bien et ça installe Istio pour vous. Donc Istio est compatible à peu près avec tout maintenant. Au début, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, de K3S qui est minimaliste jusqu'à Kind, GKE, Docker for Mac Windows, EKS. J'imagine que les autres cloud providers aussi. Donc franchement, vous pouvez y aller sereinement sur cette partie-là. Par contre, il y a des cloud providers qui maintenant mettent à disposition Istio en quasiment managé. Donc vous avez une case à cocher ou potentiellement vous pouvez l'activer a posteriori et vous allez avoir Istio géré, installé, updaté par le cloud provider. Sur GKE, sur Google Cloud, c'est aussi simple qu'une case à cocher, vous mettez en mode strict en plus et vous êtes sûr que tous vos microservices communiquent en mutual TLS. Franchement, c'est très très pratique. Comme on ne l'a pas dit, mais on vous l'a montré, Istio vient avec une ligne de commande. Donc, c'est Istio-CTL qui va vous permettre d'interagir avec la partie Istio pour faire des choses en plus que la ligne de commande Cube ne peut pas faire. Donc, un des éléments, c'est de voir comment est déployé votre système et est-ce que vos microservices en termes réseau arrivent à se trouver. Et donc, grâce à ça, grâce à cette commande, donc là, vous avez vu, j'ai même utilisé un alias avec cube istio en faisant un kubectl-istio. Proxy status, ça me permet de savoir la topologie de mon réseau et de savoir si tout le monde est synchronisé. Donc là, tout le monde est à... Non, il y en a que 2 qui sont à 100% et quelques-uns n'ont pas encore la topologie globale. Donc, très pratique pour le debug. Mais par contre, l'élément le plus intéressant, Aurélie, tu nous en parles ? Ah, ok, d'accord. Alors, pour moi, en fait, c'est la commande la plus intéressante et la plus pratique, en fait, pour Istio. Elle vous permet d'analyser si tout se passe bien ou pas sur votre cluster. Il y a quelques mois, cette commande était encore en expérimentale et maintenant elle est recommandée en fait et il perfectionne à chaque release. Ouais. Donc du coup, utilisez-la et cela permet d'analyser du coup dans un namespace particulier ou bien dans tout le cluster ou bien entre un ou n fichiers YAML. Moi, je l'utilise beaucoup directement dans la CI pour vérifier que les YAML qu'on modifie sont valides avant d'essayer de les déployer. C'est toujours plus pratique. Un autre élément qui est, encore une fois, moi, vous savez, je vis dans la ligne de commande, c'est d'avoir des métriques sur les perfs de mes applis, puisque Istio a ces informations-là, puisqu'il a accès au réseau. Et donc, grâce à ça, avec la commande metrics, ça me permet, sur le composant ici search, je peux voir le workload search, le nombre de requêtes secondes qu'il reçoit et sa capacité à répondre avec des percentiles sur 50, 90 ou 99. Donc, très pratique quand on fait de l'analyse. Un autre élément à savoir, alors ça commence à devenir un peu ancien, mais on voit encore pas mal de personnes jouer avec ça, c'est que depuis Istio 1.1, tout est ouvert sur l'extérieur. Donc ça veut dire que n'importe quel service peut communiquer avec l'extérieur sans que vous ayez à renseigner quelque chose. Techniquement, avant, ce n'était pas le cas, tout était fermé, vous deviez déclarer. Perso, je conseille, encore une fois, sur des aspects sécurité, de tout fermer et de réouvrir au besoin. Et là, vous vous rendez souvent compte qu'il y a certaines applis, des fois des applis qui ne sont pas à vous, des composants que vous avez récupérés, qui essayent de dialoguer avec l'extérieur. Donc, encore une fois, pour des raisons de sécurité, s'il y a quelqu'un qui arrive à miner de la crypto-monnaie, au pire, il n'arrivera pas à la sortir, elle sera encore dans votre cluster. C'est toujours ça de fait. Et Istio vient avec plein d'outils. C'est des outils open source, Yager, Kiali, Grafana, qui vont vous aider à observer le fonctionnement de vos applications. C'est très pratique dans les phases de debug. Si on regarde Yager, ça va gérer les traces distribuées. Ça va vous permettre de savoir que votre
composant A dialogue avec le composant B et de voir toutes les graphes et les interactions et aussi à partir de quand, de où à où le temps est pris. Et ça, c'est très pratique pour le debug parce qu'au final, des fois, on laisse passer des choses en code review et on se rend compte a posteriori que, ah bah tiens, là, il y a un goulot d'étranglement. Un autre outil, c'est Kiali. C'est vraiment une Rolls en termes de dashboard. Il concurrence clairement les dashboards des cloud providers de plus en plus. C'est développé par Red Hat pour information. Et il va vous permettre en fait de voir la topologie de communication et directement de voir les composants parler entre eux. Il y a même des petites bubules, là vous les voyez sur lesquelles la capture, qui montrent les requêtes, qui vous dit quand c'est sécurisé ou pas. C'est vraiment génial. Et sur le slide suivant, vous pouvez même aller voir dans les différents workloads si les YAML sont bien formatés ou pas. Tout, vraiment, vous avez accès au log, vous avez accès à énormément de choses. Kiali, c'est une tuerie. Et ensuite, le dernier, c'est Grafana. C'est vraiment le dashboard ultime. Généralement, je conseille, alors quand on travaille en remote, on l'utilise moins de cette manière, mais moi, généralement, je conseillais de mettre un écran dans un open space avec les dashboards qui tournent en boucle. Et grâce à ça, en fait, Istio va générer des dashboards en automatique par rapport à chacun des microservices que vous déployez. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous taper la config à la main. C'est très pratique et ça vous permet d'investiguer très rapidement. Mais bien sûr, tout ça, ça vient avec, entre guillemets, un prix. Ce sont des produits open source, mais donc ça veut dire que c'est à vous de les gérer, de les manager. Et donc, ils ont de la data. Et techniquement, c'est des outils que vous voulez voir fonctionner quand votre cluster va mal. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre extrêmement soin de la data parce que si vous venez à tuer Jaeger, qui a Grafana, qui a stocké tout dans son truc local ou dans le Prometheus qui est à côté, ben vous perdez toutes les datas, vous ne pouvez pas faire d'investigation. Donc, ça, c'est très embêtant. On sait que gérer un state dans Kubernetes, c'est un peu embêtant. Donc pour ça, aujourd'hui, il y a les cloud providers qui fournissent, GKE en premier, d'autres commencent à le faire, fournissent via leur outil de monitoring, donc avant c'était Stackdriver, maintenant ça s'appelle Cloud Monitoring, vont vous fournir tout l'outillage pour sortir et ne pas utiliser ces briques open source, mais utiliser les briques du cloud provider pour avoir exactement la même chose. Et donc vous n'avez pas d'état à gérer vous-même, c'est le cloud provider qui fait. Donc vous allez avoir des dashboards extrêmement complets qui vont vous permettre de faire la même chose qu'avec Kiali et de voir avec l'équivalent Grafana. Moi, je veux juste pointer l'attention sur l'écran du bas. C'est les traces distribuées, mais qui a un avantage, je n'ai jamais trouvé ça chez un autre cloud provider, c'est d'avoir les traces distribuées avec les logs à l'intérieur. Donc, grâce à ça, vous savez le log qui est passé et la communication qui a été faite. C'est très pratique pour le debug. Si vous recevez des erreurs 404 ou 503, nous allons voir quelles en sont les raisons et comment les résoudre. Le premier cas d'erreur est que les manifestes YAML des services est configuré avec le mauvais nom de port. En effet, Istio se base sur le nom de port pour connaître le protocole à utiliser. gRPC, HTTP, etc. Le deuxième cas d'erreur est que si vous utilisez des virtual services qui référencent une gateway, attention au nom de cette gateway, parce que dans énormément de cas, le nom de la gateway est mal orthographié, ou bien il fait référence à une gateway qui n'existe plus, ou qui est dans un autre namespace. Donc attention à ce cas d'erreur qui est de plus en plus commun en fait. Vérifiez si pilote, enfin IstioD est en train de tourner, et si c'est le cas, alors peut-être qu'il a trop de travail pour lui tout seul, donc il faudrait envisager de le scaler. Et enfin, regardez les logs, les traces avec Envoy et Jaeger qui vous permettent de trouver où se situe le problème. Et là, je ne l'ai pas remis, mais la commande Istio Control Analyze vous permet de trouver et de corriger du coup 70% des cas d'erreur. Donc utilisez-la et
et vous pouvez en abuser même. Mais parfois, vous devez gérer des exceptions. C'est le cas avec Kafka, Nax et Presto, qui vivent mal dans un monde istioisé. Donc, on a la possibilité de désactiver Istio au niveau du namespace ou bien au niveau de l'application. Donc c'est tout ce qu'on pouvait vous montrer dans le temps qui nous était imparti. Par contre, Aurélie édite depuis maintenant plus de 6 mois des sketch notes avec énormément d'informations. Donc vous pourrez retrouver des choses qu'on vous a dit et beaucoup plus si vous voulez. Elles sont disponibles sur son DevTool, voire même si vous voulez la version livre, vous pouvez très bien aussi le récupérer. Donc faites-vous plaisir, vous avez beaucoup d'informations. Je sais que ça fait beaucoup à digérer et ça peut être pratique de revoir ça et en plus sous un format qui est très très ludique. Donc merci à vous, merci d'être venu. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous pourrez donc dès lundi mettre tout ça en application. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, que ce soit maintenant ou après, à nous contacter sur nos Twitter respectifs. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à vous. Merci beaucoup.